Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dans ton film, et aujourd'hui on s'attaque à Don't Look Up de Adam McKay qui nous avait habitués à des films engagés comme Vice ou The Big Short. Film Netflix sorti le 25 décembre dernier avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Morgan et Jonah Hill. Et ce film nous conte l'histoire de deux scientifiques qui découvrent qu'une comète va bientôt s'écraser sur Terre. Ils vont donc tout faire pour convaincre le monde entier du danger et d'agir, mais malheureusement face au capitalisme c'est un combat difficile. Film que j'ai vu le jour de sa sortie, que j'ai bien apprécié, c'est un bon film, mais qui est un peu bizarre. Pendant plusieurs jours, je suis un peu resté bloqué sur ce film parce que il m'a pas mal fait réfléchir, et je trouve aussi qu'il a 40 minutes de trop. Je pense que c'est le gros point noir de ce film, c'est que il est trop long. Ils ont rajouté un peu trop de choses. DiCaprio est clairement mis sur le devant de la scène, il y a eu un peu un débat puisque Jennifer Lawrence et DiCaprio sont les deux têtes d'affiche, pourtant ils n'ont pas le même salaire. J'ai compris pourquoi, parce que DiCaprio, il est clairement mis en avant. La première heure, ils sont tous les deux vraiment ensemble et ça marque, mais ensuite, durant la deuxième moitié du film, Jennifer Lawrence est complètement mis de côté. C'est un peu dommage, mais après c'est son perso qui est comme ça, et puis c'est l'histoire. Le centre du film, ça reste cette comète. Bon là c'est pas du spoil, mais en fait cette comète, c'est clairement le changement climatique dans notre réalité. C'est un film qui veut vraiment expliquer le changement climatique, quitte à hurler sur le spectateur. Il est très juste, mais le film se perd un peu. D'un côté, il retranscrit très bien ce cri de désespoir qu'ont les défenseurs du climat face à l'inaction politique, mais d'un autre côté, c'est un film qui se perd dans ce qu'il est, puisqu'en fait le film est complètement déchiré entre le fait d'être un film et de raconter une histoire, et de faire passer le message. Ce message, c'est il faut agir contre le changement climatique. C'est un film qui en fait ouvertement trop, il est très juste, mais il en fait trop. Mais d'un autre côté, on peut pas trop lui en vouloir, il y a plein d'autres films qui traitaient ce sujet, mais de manière un peu plus subtile. Et on a bien vu que ça marchait pas en fait. Donc là, ce film, sa mission, c'était vraiment d'hurler au spectateur la vérité pour qu'il réagisse. Donc ça gâche ce fait d'être un film, mais d'un autre côté, c'est un film qui est fait pour ça. C'est un film purement de propagande, on peut appeler ça comme ça, parce que la propagande, c'est quoi ? C'est faire passer un message et une idée. Moi, je suis profondément écolo, donc je suis pour, mais je trouve que ça en devient lourd. Ce film se veut être une comédie, moi je n'ai rigolé à aucun moment puisque c'est en fait notre réalité qui est caricaturée, mais notre réalité quand même. En fait, tout ce qui est montré dans le film, c'est ce qui se passe depuis 20 ans avec les défenseurs du climat. Parce qu'ils ne sont pas écoutés, on les prend vraiment pour des ahuris, même s'ils ont des preuves scientifiques, il n'y a rien qui est fait. Et quand c'est fait, c'est parce qu'il y a des industriels derrière qui vont se faire un max de blé, et au final, il n'y a rien d'écologique. Donc c'est pour ça que c'est un film qui m'a pas mal fait réfléchir, parce que c'est une vérité que je connais, que j'ai acceptée, mais voilà, quand t'as un film qui te la rabâche encore et encore, j'étais là pour voir une comédie, un film, quelque chose de marrant, et moi j'ai pas trouvé ça marrant quoi, parce que c'est tellement réel, c'est pour ça que ce film, j'ai un peu de mal à le voir en tant que film, et à me dire, est-ce qu'on peut critiquer le fait qu'il soit aussi propagande en fait, et que tout ce qui est fait depuis 30 ans, ça ne marche pas. Donc peut-être que la solution, c'est de hurler aux gens ce qui se passe, puisqu'on a vu que la subtilité, ça ne marchait pas. Donc c'est pour ça, je suis un peu mal à l'aise avec ce film, je sais pas trop, j'ai du mal à le considérer comme un film. Il y a un message tellement lourd durant tout le film, ça reste un bon film qu'il faut absolument voir. Moi j'ai revu une deuxième fois en essayant d'avancer un peu les parties qui sont trop longue à mon goût, qui est très juste, qui regarde vraiment la réalité et qui démontre énormément de choses. Pour la partie conspirationniste au début du film, puisque en fait depuis 1 an et demi, le mot conspirationniste est revenu en hausse dès que quelqu'un dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de tout le monde, il est mis dans la case conspirationniste. Et là, ce film, ça montre vraiment les choses, parce que en fait, les défenseurs du climat, au début, c'était aussi des conspirationnistes. Et là, ils montrent vraiment comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quelqu'un, que ce soit un scientifique, quelqu'un de renommé ou quoi, il va dire quelque chose. Si cette chose-là ne va pas dans le sens que les politiques ou les industriels veulent, alors cette personne va être dénigrée, elle va être traînée dans les boues. Il y a plein d'autres confrères qui vont essayer de démontrer qu'il a tort parce qu'il n'ira pas dans ce sens-là. Il y a énormément de conspirationnistes au début qui ont été traînés dans la boue, et c'est que plus tard qu'on a vu qu'ils avaient raison. Et je pense que le premier conspirationniste de l'histoire, c'est Galilée. Il était persuadé que la Terre était ronde, mais ça n'allait pas dans le sens de la doctrine de l'époque. Et on a découvert bien plus tard que la Terre n'était pas plate. En tout cas, c'est un film que je vous conseille, avec pas mal de guest stars. Il y a Chris Evans, il y a Thomas Sisley. Il y a plein de gens connus, notamment des défenseurs du climat, en tout cas des gens connus qui défendent le climat qui sont bien sûr dedans, c'était un peu évident. Et maintenant passons à la partie spoil pour aller un peu plus dans les détails.
Alors quand je disais que ce film était trop long, la deuxième fois que je l'ai vu, j'ai pu identifier les endroits que j'aurais carrément coupé au montage. Je pense par exemple à toute la séquence avec le concert et toute la première partie de la première déclaration à la télévision. J'ai pas compris pourquoi c'était anormalement long. Même au provisionnage, je l'ai vu et j'étais en mode c'est bon les gars, on a compris l'idée, on veut peut-être passer à autre chose. Et bah non, il continue. Il y a des trucs, ça dure beaucoup trop longtemps. Je pense aussi également à toutes les images animalières ou de la terre qui sont rajoutées durant tout le film, un peu partout comme ça. Ça aussi j'aurais coupé car ça rajoute de la lourdeur en fait au film. Il y a une idée, mais elle est tellement lourde et ils se rajoutent encore plus dessus des images encore et encore en mode attention, vous avez vu, tout le monde va mourir, attention, ça c'est votre monde, il va mourir, enfin. C'est bon, on a compris l'idée, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Et ça casse toute la fin, je trouve. Quand on arrive enfin à cette fin avec la comète qui tombe, ça fait perdre de l'importance à cette fin en fait. Moi je l'ai vu avec d'autres amis, on était un peu en mode bon alors elle tombe quand cette putain de comète quoi. Ça fait un peu aussi perdre ce message, tellement qu'il est gros et grossier. Ce message, il est un peu trop lourd à avaler. Et comme je vous disais, j'ai du mal à voir ce film en tant que film, puisqu'il est vraiment déchiré entre le fait de raconter une histoire et le fait d'insérer un message énorme dans le cerveau du spectateur. Heureusement qu'avec tout ça, il y a des scènes vraiment drôles, je pense notamment au fils qui est complètement abandonné. Cette séquence, ça m'a complètement fait dériler, mais Meryl Streep est en mode « Oh merde !» Ou encore à la toute fin où ils sont tous nus comme ça et enfin je voyais venir à 2 km et j'ai bien aimé la réponse comme ça qui se font comment je vais mourir, ah bah comme ça, bizarre, et puis à la toute fin machin, ça c'est sympa. Après c'est une séquence qui est vraiment incohérente puisque pourquoi ils sont nus en fait? D'accord, en fait, c'est pour montrer qu'ils sont tous gros, vieux et donc fragiles par rapport à ce qui les entoure, mais c'est totalement incohérent. Forcément, il y avait des vêtements à côté. Moi, j'ai trouvé ça marrant, mais pareil, le fait de voir Meryl Streep nue, en fait, ça apporte absolument rien. Ça a pas mal fait tourner sur internet en mode oh là là, elle est nue en plus à son âge, nanana, elle a jamais tourné nue et tout. Et j'ai pas trouvé d'utilité au fait qu'ils soient nus, hormis de dire ah bah vous avez vu, ils sont vieux, gros et gras, ils arriveront jamais à faire perdurer l'espèce. D'accord, mais là aussi c'est grossier en fait. Le réal Adam McKay est habitué des films engagés puisqu'il nous avait donné The Big Short par exemple qui parlait du crash immobilier de 2008. Il nous avait aussi donné Vice qui parlait de la vie de Dick Cheney. Et là c'est une mise en scène complètement différente. Dans Don't Look Up, il attaque le sujet de l'environnement de manière brutale mais sans utiliser les traits de mise en scène qu'il faisait avant. Ici, pas de voix off ou de face caméra pour expliquer les choses, on est sur une mise en scène plus traditionnelle, sûrement pour que le spectateur soit plus habitué et donc plus réceptif au message que le film essaye de faire passer. Il fait suite à plein d'autres films défenseurs de l'environnement que je vous mets ici, mais là, pas de subtilité, il le fait vraiment de manière brutale en hurlant son désespoir au spectateur. C'est clairement ce que DiCaprio fait au milieu du film et j'ai adoré cette séquence, elle m'a vraiment figé en fait. Et si vous avez vu le documentaire avant le début, je vous avais peut-être noté ça, mais DiCaprio dans ce documentaire, il fait un discours devant l'ONU, il en ressort déçu. Il dit que peut-être qu'il a fait les choses trop poliment, qu'il a dit les choses trop poliment et trop subtilement, que le message n'est pas vraiment passé, c'était un peu trop gentil. Surtout que lui, devant l'ONU, il est considéré comme une star de ciné et puis voilà quoi. Et comme on parle d'environnement, j'avais envie de finir sur un point culture, si t'as envie de briller devant tes amis. On dit très souvent que les États-Unis sont les mauvais élèves du monde puisqu'ils consomment le maximum de ressources par habitant, et qu'une partie de sa population ne croit pas au changement climatique et ne fait rien pour y remédier. Et aujourd'hui, je vais me faire l'avocat du diable puisque saviez-vous que les États-Unis, historiquement parlant, dans l'histoire récente, c'était les premiers à avoir pris des mesures écologiques, et que malheureusement ça a été une écologie punitive. On garde comme idée que le premier choc pétrolier de 73 provoqua la chute de Détroit, de General Motors et de toutes les firmes automobiles américaines. En fait, le choc pétrolier est un élément, mais pas la cause totale. À la fin des années 60, les premiers écolos de l'histoire, les hippies, représentaient 10% de la population. Un pourcentage non négligeable pour les industriels qui ont commencé à faire des produits pour cette clientèle-là. Ainsi, durant toutes les années 70, ils se lancèrent à produire des voitures avec des châssis recyclés, en tout cas avec des grosses parties métalliques faites à partir de métal recyclé. Le problème c'est que la technologie n'était pas vraiment au point et l'acier recyclé était très souvent de très mauvaise qualité et cassait facilement. Il y avait même des voitures qui se retrouvaient avec un châssis fissuré directement en sortie d'usine au premier nid de poule venu quoi. Ce qui a coûté des millions aux firmes qui ont dû réparer toutes les voitures ou carrément remplacer les voitures. Il y a énormément de voitures qui sont totalement parties à la benne puisque l'acier se cassait en un rien de temps quoi. Cet échec du recyclage est aujourd'hui une grande réussite puisque les États-Unis est le pays
pays au monde qui recycle le plus ses voitures, avec 95% des voitures qui sont recyclées. Ils ont aussi l'idée de faire des voitures avec des intérieurs entièrement en chanvre, puisque les intérieurs des voitures sont les plus difficiles à recycler. Aujourd'hui, on fait des intérieurs entièrement en plastique, même pour les voitures électriques, alors que déjà il y a 50 ans, ils avaient eu l'idée de faire des intérieurs qui étaient entièrement recyclables. Alors ça a eu un bon succès, mais très vite, des petits malins se sont aperçus qu'ils pouvaient fumer l'intérieur et qu'avec ça, ils avaient une méga défonce. Surtout que ça a été lancé en 1970, année où le cannabis a été interdit, donc ils étaient vraiment en manque, et en fait ils n'étaient pas défoncés par le taux de THC dans le chanvre, mais tout simplement parce que c'était imbibé de produits chimiques. Et c'est de là que vient l'expression « fumer la moquette » en fait. Très souvent, les voitures étaient complètement désossées, les intérieurs étaient enlevés, notamment les moquettes où il y avait plus de chanvre, et ils fumaient ça. Je vous jure, ils fumaient ça. Donc très vite, des voitures, même dans la rue, étaient désossées pour récupérer les intérieurs, les assurances, elles voulaient absolument pas rembourser, donc les gens se retrouvaient avec des intérieurs qu'ils devaient remplacer eux-mêmes, avec leur propre argent, donc forcément très vite ce genre de véhicule ne se vendait plus. Et ce qui a été la goutte d'eau, c'est que le gouvernement a décidé que le chanvre était un cousin du cannabis et l'a interdit aussi, donc les firmes se sont retrouvées avec des milliers de voitures sur les bras qu'ils ne pouvaient même pas vendre. Et dans une industrie à la Henry Ford, c'est beaucoup plus cher de remplacer les intérieurs d'une voiture que de refaire une voiture de A à Z. Et cet échec du chanvre est comparable au Dieselgate de Volkswagen, qu'on peut appeler chanvre gate, ou fumée de la moquette gate. Fumeur de la moquette gate. Voilà la réponse qui explique en partie pourquoi il y a encore énormément d'Américains qui croient qu'écologie rime avec chômage et pauvreté. Les deux premières générations ont permis de faire accepter au monde qu'il y avait un changement climatique et qu'il était réel, avec de petits succès comme le protocole de Kyoto ou le trou dans la couche d'ozone. Notre génération et celle d'après sera là pour faire accepter au monde qu'il faut changer. Depuis 10 ans et je pense dans les 15 prochaines années à venir, écologie rime avec marketing. Tout comme dans le film, les politiques et les industriels se serrent joyeusement les couilles pour vendre toujours plus. Où est l'écologie dans le fait de vendre des voitures neuves? En plus avec des intérieurs que tu peux même pas fumer. C'est nul, tu peux rien fumer. Enfin tu peux essayer mais tu vas mourir vite je crois. Mais comme dirait Dumbledore, au final, leur meilleure arme, c'est vous. Donc en description, vous trouverez des liens avec des sites qui expliquent tous les gestes écolos que vous pouvez faire à votre échelle pour changer les choses à votre échelle. C'est vous le consommateur, c'est vous qui définissez les règles des industriels et des politiques. Aujourd'hui, on est de plus en plus à changer ce mode de consommation et à carrément ne plus du tout consommer. Et il faut que ça dure, il faut qu'on soit toujours plus nombreux pour que ça réussisse. Il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on réussisse. C'est un challenge, mais on peut y arriver. Et comme dit DiCaprio à la fin du film, et ça c'est la phrase qui m'a vraiment fait lâcher une larme, on avait vraiment tout. Et j'espère que quand je serai vieux, je n'aurai pas à dire la même chose. J'espère vraiment ne pas avoir à dire la même chose. On a tout, alors pourquoi vouloir toujours plus? Pourquoi consommer? Les politiques et les industriels veulent que vous consommiez différemment. Mais en fait, l'écologie, c'est arrêter de consommer, tout simplement. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour comme toujours, à me donner vos impressions en commentaire, surtout n'hésitez pas sur ce film ou sur la vidéo en elle-même. Et moi en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus.